Donc, je remercie les organisateurs de m'avoir demandé de parler de la radiothérapie des tumeurs cérébrales, à la fois en tant que radiothérapeute au centre de haute énergie, comme membre de l'association des neuro-oncologues d'expression française, la NOCEF, qui avait son congrès à Bordeaux actuellement, et comme président de la DERTU, qui est une association qui s'occupe de tumeurs rares du cerveau en particulier. Je vous montrerai quelques petites choses tout à l'heure. Alors la tumeur cérébrale, c'est un domaine un peu complexe parce que ce sont des tumeurs rares. Tout à l'heure, Moïse Damer vous a dit 55 000 cancers du sein par an en France. Les tumeurs cérébrales, enfants, adultes compris, c'est 3500 patients. 3500 patients qui se répartissent dans des entités histologiques très différentes, puisque ça va des tumeurs primitives bénignes, méningiome, hypophyse, neurinome, aux tumeurs primitives malignes, le glioblastome essentiellement, mais aussi méduloblastome, enfant ou adulte, tumeurs du parenchyme pinéal, moitié d'enfants, moitié d'adultes, et tumeurs germinales. Mon diaporama va un peu trop vite. En passant par les malformations artério-veineuses cérébrales et les tumeurs secondaires, qui sont à l'heure actuelle un problème en pleine évolution, mais dont je ne parlerai pas aujourd'hui, parce que ce n'est pas à proprement parler de tumeurs cérébrales, puisque ce sont des tumeurs secondaires, essentiellement, qui intéressent les cancers du poumon, qui font la moitié des tumeurs des métastases cérébrales, les cancers du colorectum et du sein. Ça regroupe aussi des entités anatomiques très variées, les tumeurs des nerfs crâniens, nerfs auditifs, nerfs optiques, dans lesquels on trouve à la fois pour le nerf optique des neurinomes et des méningiomes, tumeurs des enveloppes du cerveau, essentiellement les méningiomes, et les tumeurs qui se développent dans le cerveau lui-même. Donc ça touche à la fois des adultes et des enfants, avec des problématiques pour les enfants qui sont assez spécifiques. Alors, généralité sur les techniques de radiothérapie, sur les appareils, les contentions, les nombres de séances, les imageries multiples qui permettent à l'heure actuelle des fusions d'images et qui sont de développement assez récent, et les effets secondaires de la radiothérapie. Les appareils, progrès récents considérables dans les techniques de radiothérapie et des appareils de radiothérapie eux-mêmes. Pour ceux que ça intéresse, il faut lire de façon très attentive le rapport, le livre blanc de la radiothérapie qui est paru hier, qui fait état d'un milieu catastrophique en France de la radiothérapie sur le plan des équipements, qui demande le doublement de l'enveloppe de la radiothérapie en France. Donc progrès considérable, puisque à l'heure actuelle, sur les appareils de radiothérapie, sont montés des scanners qui permettent une imagerie pendant la séance, le CyberKnife, le Gamma Knife, la dernière génération de Gamma Knife, et des appareils dédiés plus particuliers. Donc le CyberKnife, donc on en a un ici à Nice, donc vous voyez, c'est une multiplication des portes d'entrée, on a 100 à 150 faisceaux, avec un petit, pour ceux qui connaissent des pubs de la Picasso, le robot qui s'amuse à peindre des bêtises sur la voiture, voilà. Donc c'est un robot qui porte un petit accélérateur de 6 mégavolts, qui tire, comme le robot dont parlait tout à l'heure Hervé, qui tire dans tous les sens, donc dans les 6 dimensions. Pardon. Irradiation conformationnelle dynamique, donc là c'est avec un autre système de repérage, voilà, donc avec un contrôle du positionnement grâce à des appareils de rayons X qui sont au sol, mais qui ne permettent donc que le contrôle du positionnement du patient, qui n'est pas vraiment de la radiothérapie. Les contentions, progrès considérable aussi dans les contentions. On avait avant un seul système de masque dont la précision de repositionnement était très faible, 5 mm, et en face on avait les appareils, les cadres invasifs, donc on fixait directement dans la table interne de l'os, donc ça permettait un repositionnement très précis, et donc bien entendu, uniquement pour des patients qui avaient des petites cibles et sur lesquelles on pouvait faire une seule séance de radiothérapie. À l'heure actuelle, on a fait des progrès considérables, donc il n'y a quasiment plus de système invasif, et on a des systèmes de masques avec des empreintes dentaires, des immobilisations qui permettent des précisions de replacement de l'ordre du millimètre. Je vais dans le mauvais sens. Le nombre de séances, je ne vais pas détailler parce que les types de traitements sont tellement variés que c'est difficile de faire le tour de la question. Ça va de la radiochirurgie où on fait une séance unique sur une petite cible, en général de 1 à 2 cm, à une radiothérapie dite large sur les tumeurs infiltrantes, lipides, les types, le glioblastome, voire à des radiothérapies qui concernent tout le système nerveux dans les médulloblastomes de l'enfant ou de l'adulte. Donc je vais faire rapidement, mais j'ai peur que ça vous fasse un peu dormir, le tour des lésions auxquelles on a affaire, donc les tumeurs bénignes, méningiome, neurinome, tumeurs d'hypophyse, crânio-pharyngiome.
Donc ici, un méningiome du sinus caverneux. On voit ici la balistique, enfin le résultat des isodoses qui ont été livrées. Et 2 ans plus tard, cécité brutale, avec à l'IRM une prise de contraste au niveau du nerf optique. Et c'est là où les techniques de fusion d'image sont très importantes, même a posteriori, puisqu'on s'aperçoit que la prise de contraste qu'on voit dans le nerf optique ici, qui est responsable de la cécité, est dans l'isodose de référence de la lésion. Donc vous voyez bien que cette irradiation était très focalisée, on a une toxicité. Donc les toxicités sont des choses qui sont en radiothérapie très importantes à prendre en compte, qui sont différées par rapport à une complication immédiate de la chirurgie. Méningiome de la fosse postérieure, donc on voit ici des lésions qui sont très particulières, qui aussi peuvent bénéficier d'irradiation stéréotaxique, donc une extension d'une tumeur cérébrale dans l'espace parapharyngé postérieur. Les neurinomes, donc ici, des petits neurinomes, qui sont traités par radiochirurgie à l'heure actuelle à la place de la chirurgie depuis une quinzaine d'années. Donc la radiothérapie a remplacé le traitement chirurgical pour ces lésions, avec beaucoup moins d'effets secondaires, beaucoup moins de toxicité et des résultats très approchants. Neurinomes encore. Des neurinomes moins classiques. Ici, on mettrait la main à couper que c'est un méningiome. En fait, c'est une récidive 30 ans plus tard, si je me souviens, non, 5 ans plus tard, d'un méningiome du vestibulaire qui a récidivé le long de la tente du cervelet. Neurinome du 5, donc dans le ganglion de Gasser, responsable de douleurs de l'hémiphase. À part, et je n'aurai que cette diapositive, les astrocytomes de bas grade, dont le traitement est devenu essentiellement à l'heure actuelle un traitement chirurgical ou chimiothérapique, du fait des toxicités de la radiothérapie, quand elle est quand elle concerne un volume de cerveau relativement important. Donc à l'heure actuelle, on est passé pour les tumeurs limitées à un traitement essentiellement chirurgical avec des enregistrements péropératoires de calcul, de langage, de plusieurs langues, puisque un neurochirurgien que je connais bien racontait récemment qu'il avait testé chez une femme russe, pianiste, il avait testé 3 de ces 5 langues en péropératoire. Il avait choisi le français, l'anglais et le russe, et il avait abandonné l'italien et l'espagnol. Donc après l'intervention, il ne parlait plus que ces 3 langues, parce qu'il n'a pas pu tester toutes les langues pendant l'intervention. Donc pour vous dire qu'il y a des progrès dans les astrocytomes de bas grade qui sont des progrès considérables, qui sont essentiellement des progrès chirurgicaux et qui ont permis une augmentation de la survie très très importante et de la qualité de vie très importante. Quand la chirurgie n'est pas possible ou partielle, on fait appel à une chimiothérapie, la radiothérapie étant en fait utilisée après récidive. Le glioblastome, donc c'est la tumeur la plus fréquente, malheureusement, c'est une tumeur redoutable. Peu de progrès depuis 20 ans, malgré l'apparition récente du protocole dit de Stupp de radiochimiothérapie synchronisée avec du temozolomide Peros pendant la radiothérapie, et dans une publication récente, et c'est pas encore passé comme traitement standard, d'un anti-angiogénique utilisé pendant la radiothérapie. Survie encore faible. Donc ça, je passe rapidement. Donc dans ces tumeurs, on a étudié les tumeurs primitives du parenchyme pinéal. On a publié une classification qui est maintenant reconnue par l'OMS. Donc je vous passe la classification. On a fait cette étude grâce au recueil des données de survie et de traitement de tous ces patients. Ce qui a nécessité de passer dans toutes les villes françaises qui avaient des tumeurs d'épinal. Et plus récemment, donc, on a fait, grâce à ce registre, une étude sur les tumeurs papillaires de la région pinéale, qui est de description récente, c'est une entité qui n'existait pas, on vient de publier, donc on a publié plusieurs fois 2006, 2008, et l'article le plus récent en 2012 sur 45 cas de tumeurs papillaires de la région pinéale, actuellement aussi reconnus par la classification de l'OMS. J'ai tenu mon temps, je pense. Je vous remercie. J'aimerais bien savoir comment s'opère le choix entre radiothérapie et chirurgie, et savoir si le patient, enfin quand la question se pose, si le patient est associé à la décision thérapeutique. La question est simple, la réponse est aussi, de toute façon le patient il n'a pas le choix quelque part, et souvent, je m'explique, et souvent il n'est pas en état de comprendre.
Donc premièrement, la décision est prise de façon multidisciplinaire dans une RCP qui est à Nice en tout cas hebdomadaire, tous les vendredis, ou avec les neurochirurgiens, les neuroradiologues, les anapathes, etc. Donc la décision elle est prise entre nous et c'est une décision collégiale. Le patient il n'a pas trop le choix parce il n'a pas souvent la capacité de comprendre. Premièrement parce que les neurochirurgiens, comme tous les chirurgiens, font de l'ouverture de parapluie. Donc quand ils annoncent aux patients qui vont les opérer, en général, ils leur annoncent toutes les complications possibles et imaginables qu'il peut y avoir. Et donc c'est quelque part effrayant. Donc ils sont obligés de faire confiance en fait. Ils sont obligés de faire confiance au choix d'experts. Voilà. La réponse est peut-être rapide, mais elle est simple. En plus, quand il est aphasique, quand il est alexique, etc., donc le patient n'a pas forcément la liberté, quand il a des troubles des fonctions cognitives qui sont quand même relativement fréquentes, il n'a pas la liberté de réellement comprendre le choix auquel il est confronté. Merci. Là encore, l'importance de faire appel à une équipe entraînée, expérimentée, j'imagine. Tout à fait. Bonjour à tous. Donc moi j'ai une tumeur cérébrale de la région d'Apinéal, traitée par chimiothérapie et radiothérapie. À l'époque c'était en 97, fin 98. C'était pas les traitements de maintenant. Ça a très très bien marché. J'ai pas eu d'effet secondaire au niveau des rayons. J'ai une équipe à haute énergie formidable, avec une femme qui s'est occupée de moi. À l'époque c'était toujours la même, il n'y en avait qu'une d'ailleurs. Je crois qu'aujourd'hui maintenant elles sont 6 ou 8 qui s'est battue tous les jours pour moi, entre guillemets, pas que pour moi, pour les autres aussi. Le protocole du docteur Fauchon il a été très simple. On nous a expliqué ce qui allait se passer quand on a appris que j'étais malade. On n'a rien compris. Voilà, opération, chimio, rayon. Ils ont fait leur protocole comme ils voulaient. On n'a pas le choix en fait, on est obligé d'accepter, on comprend rien, on va pas dire non, vous vous trompez. C'est les spécialistes. Ça fait des années qu'ils apprennent, pendant des années ils apprennent justement la toxicité et tout ça. Donc on peut pas aller contre un ordre du docteur, quoi. Nous ce qu'on veut c'est vivre. Et pour vivre il faut écouter le chimiothérapeute, le radiothérapeute et la personne qui va dire non, vous vous trompez, soit il est docteur, soit il est fou, quoi. Voilà. Et merci au docteur Fauchon de m'avoir sauvé la vie en même temps que le docteur Freinet qui faisait la chimiothérapie. Alors bonjour à tout le monde. Déjà mes copines à côté de moi ont peur parce qu'à chaque fois que je prends la parole, elles craignent le pire. Aujourd'hui ce ne sera pas le pire, moi j'ai pas de questions, je veux juste remercier tous ces gens qui font partie des équipes médicales et qui donnent leur temps à ceux qui en ont besoin et qui cherchent sans relâche et qui sont vraiment des gens pour moi exceptionnels. Voilà.